Bon, on va pas t'entendre bien. Autre avis. Oui. Vous m'entendez un peu mieux là? Donc, je m'appelle Jean-Claude Autrette, je suis membre de l'ACRO depuis je ne sais plus quand, depuis sa création en fait. Vous connaissez l'ACRO? C'est donc, certains d'entre vous, peut-être, je peux le rappeler un peu. L'ACRO est donc une association qui est née en 1986, aux alentours du mois de mai, suite au déficit d'information qui a été noté par un certain nombre de citoyens. Alors, c'est né en Normandie, il y en a plus qu'une maintenant. Et le laboratoire dont elle s'est dotée, parce que pour récupérer de l'information sur le nucléaire, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait mettre des bottes pour une bêche et puis aller prélever sur le terrain pour avoir de l'information. Elle s'est dotée d'un laboratoire. Ce laboratoire est à Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen. Et on travaillait principalement au départ autour des installations qui étaient dans le Nord-Cotentin. Notre mission est d'informer les citoyens, de les rendre auteurs et acteurs de leur contrôle de radioactivité. On vit de subventions publiques, des adhésions évidemment, et d'un certain nombre d'études qui nous sont commandées, soit par des collectivités locales, des collectivités territoriales. L'ASN nous commande aussi certaines études, parfois en complément de celles qui sont faites par les exploitants. Voilà. Et donc, je vais vous présenter là une étude qui a été faite de l'ACRO pour l'ANCLI. Vous aurez toutes les références de l'étude et les possibilités d'aller les charger sur Internet qui vous seront données en cours de présentation. Et qui traitait donc des plans d'urgence nucléaire en France en cas d'accident. Il y a eu toute une réflexion qui s'est vraiment instaurée suite au deuxième accident majeur de Fukushima. Et donc on a fait une étude sur tous les plans d'urgence qui existent en France. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien comment c'est articulé la sûreté nucléaire. Tant que ça ne sort pas de l'installation, il n'y a pas de mise en place vraiment perceptible par les citoyens, mais on le verra dans le cadre de la présentation. Et dès qu'il y a un risque que quoi que ce soit sorte de la centrale, à ce moment-là, il faut déclencher ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention. Donc il y avait une obligation cette année de reprendre, mais à droit constant, on le verra, ces plans particuliers d'intervention qui ont donc tous été publiés auprès de chacune des INV. On en a fait une étude et on a repéré un certain nombre de choses et bien évidemment un certain nombre de faiblesses. Donc, accident nucléaire grave, c'est visible. C'est pas du tout visible ce qui est en bleu, c'est pas très grave. Je vous le lis dans le bloc noir au-dessus. Accident nucléaire grave, la France n'est pas prête, c'est la conclusion que tire l'ACRO et donc l'ANCLI. C'est une étude qui avait été réalisée par Mylène Josset, qui est permanente à l'ACRO, docteur en physique nucléaire, et David Boilet, qui est actuel président de l'ACRO. Je vous ferai ensuite un focus sur le problème particulier des déchets. Les déchets accidentels n'est donc une partie des gros problèmes de déchets. Je vais essayer de vous planter quelques éléments de contexte pour que vous puissiez vous approprier quelques éléments du problème. Je n'ai bien évidemment pas de solution pour ces problèmes de déchets. Donc on revient sur ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le schéma que vous avez sur la gauche, défense en profondeur, ce sont les principes qui sont établis, principes de défense en profondeur pour l'industrie nucléaire. Donc ce schéma est un schéma qui a pour source l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, en partant du centre, je vais prendre une paire de lunettes pour pouvoir vous expliquer sur l'écran. Vous n'arrivez pas à lire non plus, je vais vous faire la lecture. Dans le carré bleu, c'est le niveau 1 de la défense en profondeur. Donc c'est la prévention des défaillances, conception, robustesse, qualité de construction. Je vous laisse juger par rapport à toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui sur la cuve de réacteurs en construction à Flamanville. C'est-à-dire que le premier niveau de défense en profondeur, celui-là c'est réglé. Donc, deuxième niveau de défense en profondeur, on suppose que les installations étaient bien réalisées avec les meilleures technologies disponibles. Deuxième niveau, c'est la partie verte.
maintien dans le domaine normal de fonctionnement de l'installation, régulation et contrôle périodique, c'est ce qui est fait par l'institution pour bien vérifier que tout fonctionne correctement en permanence. C'est toute la veille qui est faite sur les installations nucléaires. Troisième niveau, détection et maîtrise des défaillances dans l'installation. C'est-à-dire que là, on commence à avoir un problème, mais c'est détecté et les systèmes de sauvegarde et les procédures de conduite accidentelle peuvent être mises en œuvre et maintiennent l'installation dans un état dit sûr. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on voit l'accident arriver, l'accident n'est pas encore advenu et on présuppose que l'ensemble des installations mises à disposition vont pouvoir fonctionner. On passe au cercle orange ensuite. Limitation des dégradations de l'installation, c'est-à-dire que là on a une rupture de quelque chose sur le circuit nucléaire, et donc limitation des dégradations de l'installation et des conséquences en cas d'accident grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. La fusion du cœur, c'est probablement une brèche sur un circuit de refroidissement. Là, il y a des procédures de conduite accidentelle qui sont mises en œuvre au niveau de la centrale et complémentaires par rapport à celle du cercle précédent. Et l'exploitant doit déclencher ce qu'on appelle son plan d'urgence interne. C'est-à-dire que toutes les équipes, à partir de ce moment-là, sont sur le pont et essayent de contenir l'accident qui est en cours. Si jamais il n'y arrive pas, on passe à ce moment-là dans le secteur rouge. Et le secteur rouge vise donc une limitation des conséquences radiologiques pour les populations en cas de rejet important. Il est supposé, dans ce cadre-là, qu'on ne dépasse pas l'accident de référence. L'accident de référence étant l'accident, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'est l'accident de Stony Island aux États-Unis, où il n'y a pas eu de rejet très important au niveau de l'environnement, mais où le plan d'urgence, le PPI, le plan particulier d'intervention, avait été mis en œuvre et un certain nombre de personnes avaient été évacuées. D'autres s'étaient d'ailleurs évacuées. Hein. Ça me sera rappelé dans la présentation. Ces fameuses mesures de limitation, puisque c'est là dans ce dernier cercle rouge, plutôt un carré rouge, sur le schéma dont je vous parlais, les mesures de limitation, ça concerne donc la mise à l'abri. La seule chose que l'on sache faire en cas d'échappée de radioéléments, et si possible on doit le faire avant que les éléments se soient échappés pour avoir une efficacité maximale, c'est une prophylaxie à l'iode. Donc il y a des distributions de comprimés d'iodure de potassium, c'est le iode stable. Vous le prenez, l'efficacité maximale elle est obtenue 6 heures avant, ça protège contre l'iode radioactif, et seulement contre l'iode radioactif. C'est-à-dire que les autres radioéléments qui pourraient éventuellement sortir, mais ce n'est pas d'actualité dans le scénario d'accident qui est pris en compte par les autorités pour l'instant. Il peut y avoir évacuation des populations, on verra tout à l'heure les périmètres, et il y a des mesures de contrôle de l'alimentation qui sont mises en œuvre par les pouvoirs publics. C'est le préfet qui a la main pour le déclenchement du PPI, il a été prévenu par l'exploitant et il travaille en lien étroit avec l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour pouvoir orienter les décisions qui seront amenées à prendre. Ça, ce sont donc les principes basiques, ce sont des principes internationaux. Un certain nombre de constats. Actuellement, le rayon d'évacuation en cas de PPI, c'est 5 km autour de l'installation. Pour la distribution d'iode et mise à l'abri, l'iode a été distribué cette année, donc en 2016. On fera un peu d'ironie là-dessus tout à l'heure, dans un périmètre de 10 km, ce qui donne déjà lieu à beaucoup de discussions dans les endroits où ces comprimés ont été distribués. Ça a fait l'objet de campagnes d'information par les services préfectoraux, de systèmes de distribution, et les gens ont été sommés d'aller dans les pharmacies chercher les comprimés d'iode de manière à les avoir chez eux. On est dans le rayon là, de 10 km. Que ce soit l'Association nationale des comités et commissions locales d'information, vous savez ce que sont les CLI, ces fameuses commissions locales d'information auprès des installations nucléaires, ce sont ces organes qui sont chargés d'informer les populations. Alors, ce soit là, il y a une association nationale qui regroupe toutes les CLI. Ils ont demandé une extension, tout comme ça a été fait à Blaye, à la CLI du Blayais à Bordeaux,
tout comme ça a été fait à Cherbourg-Octeville, tout comme ça avait été fait à Clermont-Ville au moment de la campagne de distribution d'iode, il a été demandé d'étendre ce rayon, le rayon d'évacuation à 80 km. Athlète, alors c'est un site un petit peu curieux qui regroupe en fait deux associations, RK et VANRA, qui sont deux associations européennes qui regroupent les autorités de sûreté nucléaire de l'ensemble des pays européens. Un genre de groupe de réflexion. Eux, ils ont demandé qu'il y ait une préparation à l'évacuation qui soit faite à 5 km, que la prédistribution d'iode et la mise à l'abri soient décrétées jusqu'à 20 km, et une stratégie générale doit être définie afin d'être en mesure d'étendre l'évacuation sur un rayon allant jusqu'à 20 km, la mise à l'abri des personnes et la distribution d'iode sur un rayon allant jusqu'à 100 km. Donc, il s'agit là d'étendre les zones de préparation. Les enjeux sont sur ce graphique. Aujourd'hui, si on prend le cas le plus pénalisant en France, au budget, dans un rayon de 5 km, il y a quelques centaines de personnes. C'est une centrale qui se trouve dans les Alpes, à la frontière avec la Suisse. Si on étend le rayon de 5 à 20 km, on passe à une population de 1 255 000 personnes. Vous voyez le changement d'échelle. Alors qu'on se rend compte que, je ne sais pas si vous arrivez à avoir les noms, pour vos centrales Paluel, ça monte un tout petit peu. On va atteindre à peu près 200 000 personnes, mais ce qui change considérablement tous les mécanismes de distribution d'iode et de prise en compte de tous les accès, de tous les aspects connexes et les contingences qu'il y a avec cette distribution d'iode. Ça amène des contraintes pour, par exemple, les lieux qui reçoivent du public. Une question qui était posée à Flamanville à l'époque, c'était quid du passage du Tour de France auprès des installations du Nord-Cotentin cette année. Comment se passent les histoires de distribution d'iode, comment est faite la communication. Enfin, vous voyez, ça induit des tas de problèmes et des périmètres de distribution qui sont, au niveau de l'évacuation, la population en milliers dans un rayon de 30 km. C'est ce qu'on voit sur le tableau. Tchernobyl, ça a concerné l'évacuation de 110 000 personnes. Fukushima, 170 000 personnes. C'est-à-dire qu'on était dans des zones qui étaient très très peuplées, y compris assez loin de l'installation. On voit que ce n'est pas du tout pareil pour, ici vous avez l'exemple des centrales françaises, mais si on prend toutes les centrales européennes, on le verra dans la suite de la présentation, il y a un facteur d'échec qui n'est pas du tout le même. Pour l'évacuation, donc 5 km en France, à terre jusqu'à 20 km comme on l'a vu. Capacité d'accueil en France, dans la plupart des pays qu'on a vus, elles sont inconnues. Alors, pour exemple, on peut dire qu'en Inde, dans ce type d'accident, les lieux d'hébergement avec leur capacité, la quantité de nourriture, de couverture pour les personnes pour se coucher, c'est quelque chose qui doit être identifié avant, en amont. Chez nous, c'est inconnu. Ce qu'on a repéré dans le PPI de Flamanville, c'est que le précédent possédait une carte du département avec les lieux de regroupement en cas d'évacuation. Dans le nouveau PPI, ça a été tout simplement enlevé. C'est un petit peu curieux. Dans les PPI, on n'a pas vu d'estimation des temps d'évacuation. Si vous devez, dans le secteur du budget, évacuer 1 200 000 personnes, c'est pas quelque chose qui se passe facilement. Ça nécessite des réquisitions, ça nécessite une organisation vraiment impossible. C'est obligatoire aux États-Unis, au Canada, au Japon. L'évacuation spontanée, jusqu'à il y a très peu de temps, n'était pas prise en compte. Or, on a bien vu dans un certain nombre d'événements récents que quand il y avait des évacuations spontanées, ça pesait très lourd, que ça créait des phénomènes de discrimination, que ça saturait beaucoup les stations-service qui étaient à proximité. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes, c'est vraiment à prendre en compte. Pour Three Mile Island, donc, l'évacuation était recommandée pour 3500 personnes et l'évacuation réelle a été de 200 000 personnes. Vous avez un facteur un peu de correspondance. Il y a bien sûr le problème des personnes vulnérables. Alors, dans les personnes vulnérables, il y a bien évidemment les gens qui sont hospitalisés, malades, et qui, lors de l'évacuation au Japon, ont occasionné bien plus de morts que la radioactivité elle-même. La radioactivité
ayant cette particularité de ne pas tuer immédiatement, quelle que soit l'exposition, mise à part pour les ouvriers qui sont directement en contact. Les effets se font sentir à plus long terme. Donc, on identifie la nécessité d'une planification avec une évaluation scientifique de cette planification et une prise en compte vraiment des retours d'expérience qui existent sur ces process d'évacuation, sachant que dans le cas d'une contamination radioactive, on n'est pas comme dans le cas d'une inondation. Une inondation, vous partez, une fois l'eau est redescendue, vous pouvez revenir, vous nettoyez, vous pouvez aller habiter. Donc là, on est sur des problèmes qui sont quand même radicalement différents avec la radioactivité. Il est possible qu'il n'y ait pas de retour prévisible avant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Le cas des personnes plus vulnérables, un exemple du Japon, à l'hôpital de Futaba, il y a eu une 50aine de décès, et il y avait 7 hôpitaux ou cliniques à évacuer, et il y avait 850 patients, dont 400 qui étaient sérieusement malades. Donc là, ça pose des problèmes qui sont énormes. Dans le cadre des réflexions sur le post-accidentel en France, était évoqué aussi le cas de l'évacuation des prisons. Je leur avais dit qu'il suffisait peut-être tout simplement d'ouvrir la porte et ça se fait tout seul. Ça a été moyennement bien reçu. On a réfléchi pendant 2 ou 3 jours là-dessus. Parfois on cible, mais il y a des problèmes qui se posent au niveau de l'évacuation qui dépassent le pur critère scientifique. Je crois que vu le nombre de décès occasionnés, ça vaut le coup de réfléchir et de poser la question aux gens qui sont âgés, de savoir déjà s'ils veulent partir. Parce que sur des effets stochastiques à 20 ans, quelqu'un qui en a 90, il choisira peut-être de rester plutôt que de partir et de se déstabiliser complètement. Se posera à ce moment-là, dans ces maisons qui accueillent ces personnes âgées, le problème du personnel, qui lui est beaucoup plus jeune, mais là, il y a d'autres soucis à prendre en compte. Alors ça, c'était la zone PPI est tracée, j'espère que vous la voyez cette fois-ci à l'écran, autour de l'arsenal de Cherbourg. Donc on vient de glisser l'arme nucléaire militaire. L'arsenal de Cherbourg, c'est l'arsenal où sont montés et démontés les sous-marins à propulsion atomique. Donc les cœurs de sous-marins sont hébergés sur la digue du Homais. C'est à peu près au centre de ce cercle. Et vous voyez que le cercle de la zone PPI est relativement court pour les installations militaires, puisqu'on n'a pas de grosse puissance comme celle qu'on peut avoir sur une centrale de production d'électricité. Et vous repérez que la zone PPI évite le centre hospitalier, ce qui règle une grosse partie du problème en cas d'évacuation. Il est à l'extérieur du PPI, donc utilisable en cas de souci. Il n'est pas très loin, il y a bien évidemment Flamanville et la Hague, qui, en cas d'augmentation des périmètres, comme ça a été programmé, met Cherbourg dans le périmètre. Enfin, ça avait beaucoup râlé à Cherbourg quand même sur ce PPI, c'était presque grotesque. Donc les niveaux d'intervention différents entre les différents pays européens, ce qui pose pas mal de problèmes transfrontaliers. On pourra développer un peu, parce que j'étais en prise autour de Cattenom avec les problèmes frontaliers posés par un problème à la centrale de Cattenom qui a donné des effets au niveau du Luxembourg qui étaient assez intéressants. Ça a eu des suites qui étaient vraiment intéressantes. Donc pour la mise à l'abri, c'est à partir de 5 millisieverts d'exposition. 5 millisieverts, je ne sais pas si vous êtes... vous savez ce que c'est qu'un sievert. On a toujours tendance à dire qu'un sievert, c'est la mort létale immédiate. C'est un niveau d'exposition qui est très très haut. C'est l'exposition qui va nous toucher en matière de radioactivité. Le seuil autorisé en France pour les travailleurs du nucléaire en zone chaude, ça va vous donner un facteur d'échelle sans rentrer dans le calcul du sievert auquel je ne crois pas beaucoup. C'est ce qui avait été établi en fait après l'accident, après l'explosion d'Hiroshima. Et dans le cas de l'explosion d'Hiroshima, on est avec une bombe sèche qui explose, qui produit un niveau de radiation très très élevé, mais très peu de dispersion de matière radioactive sur le terrain. C'est principalement des rayons gamma qui vont venir, et tous ces calculs ont été faits à partir des expositions qui ont été repérées par les Américains sur les survivants d'Hiroshima. Travailleurs du nucléaire en zone chaude, par an, le niveau est fixé à 20 millisieverts par an, pour les gens qui travaillent vraiment autour de la cuve au niveau du réacteur.
Ce qui est préconisé par la Commission internationale de radioprotection, c'est une exposition de 1 millisievert par an. Ça a été calculé en disant, dans une vie humaine, on peut encaisser entre 70 et 80 millisieverts. L'espérance de vie était à l'époque de 72 ans, donc on a pris la valeur de 1 millisievert d'exposition pour le commun des mortels, pour vous et moi, pour les termes de population. C'est ce qui avait été fixé comme niveau, et ça avait été demandé aux soviétiques par les femmes qui habitaient en Biélorussie. Elles ne voulaient pas être exposées au-delà de ce qui était préconisé au niveau international. Donc les possibilités de retour dans des territoires qui sont légèrement contaminés s'étaient établies à 1 millisievert. Au Japon, ils sont en train d'essayer de le faire passer à 20 millisieverts. Il n'y a pas un emballement fou des populations pour revenir. Il y a des vieux qui reviennent, mais ils déconseillent à leurs enfants, et surtout petits-enfants, de revenir habiter dans ces zones. Donc, mise à l'abri 5 millisieverts en Belgique. En France, le seuil qui a été retenu, c'est le seuil de 10 millisieverts en flash. C'est-à-dire, si on, par les modèles de calcul, on pense qu'il va y avoir une exposition supérieure à 10 millisieverts, à ce moment-là, on demande aux gens de se mettre à l'abri, de se calfeutrer chez eux. Pour les sauveteurs, c'est de 250 millisieverts en Belgique, pour un niveau de référence à 50 millisieverts. Et en France, on est de 10 à 100 millisieverts, parce qu'il y a une intervention à faire en zone chaude pour éviter que la dégradation ne soit supérieure. Au Japon, ils l'ont passé, je crois, en zone d'exposition maximale à 200 millisieverts, et il y a des personnes qui ont été irradiées à 5 ou 600 millisieverts, ce qui commence à créer des doses vraiment énormes, et là pose des problèmes au niveau sanitaire, direct. On n'est plus dans les effets stochastiques, on est dans des effets déterministes, c'est-à-dire ça fait effet tout de suite. Donc, pas de communication directe avec les médias du pays voisin. S'il y a un pépin en France, il n'y a pas de système existant pour prévenir la Belgique. Si vous imaginez un accident sur la Gravelines ou un accident sur une des centrales belges qui avait été fort décriée, ça touche automatiquement le nord de la France, alors que celle de Limoges. La même chose existe au niveau par rapport à la centrale de Dole avec la Hollande. Athlète préconise de s'aligner sur le plan de la communication, sur la communication qui est faite dans le pays où l'accident a eu lieu. Et propose de s'aligner aussi pour les niveaux d'évacuation. Vous voyez, il y a quand même un gros flou là, au niveau européen. Il y a plusieurs groupes de travail dans lesquels on travaille. Ces questions sont posées avec, pour l'instant, c'est un peu anarchique, la manière de réagir des uns et des autres. On va dire que ça avance doucement. C'est des avancées administratives timides. Quelle évolution depuis Fukushima, parce que Fukushima, ça a quand même marqué une deuxième rupture après Tchernobyl, mais Tchernobyl, ça n'a jamais été vraiment considéré par les scientifiques qui ont ces sujets-là en prise comme un accident nucléaire, mais beaucoup plus comme un accident soviétique. Tandis que le Japon, là, c'est privé, c'est le top au point de vue des respects, des exigences de sûreté et autres. Donc au Japon, c'est vraiment un accident nucléaire, contrairement à l'accident soviétique de Tchernobyl. Et ça a bousculé un peu les choses. Donc les autorités de sûreté nucléaire des différents pays se sont mis en demeure d'étudier l'accident de Fukushima, qui est encore en cours, donc c'est difficile de l'étudier complètement, et ont demandé de modifier quelque chose. La Belgique a décidé d'appliquer les recommandations de ce fameux groupe 6005 athlètes, des autorités de sûreté, de revoir les plans aussi vite que possible en 2016, de faire des analyses de la vulnérabilité des sites, ce qui est extrêmement important. Et c'est la dernière nouveauté. Alors je vous demande de retenir la date, parce que ça me fera sourire un petit peu tout à l'heure. Le 28 avril 2016, il y a eu une décision de la ministre belge, alors je ne sais plus si c'est celle de la santé ou de l'environnement, de distribuer de l'iode à tout le pays. Ils ont suivi le Luxembourg. Auparavant, ils étaient à peu près dans les mêmes cadres que nous. Ils avaient décidé d'appliquer athlète et de distribuer à 20 km. Et là, ils sont passés, tout le monde en Belgique aura de l'iode. C'est une décision du 28 avril 2016. Donc le 28 avril, la date est importante. C'est 2 jours après l'annonce de Ségolène qui étendait les périmètres. En Allemagne, 3 zones encore.
toujours 5 km, 20 km et 100 km, on voit qu'elles sont plus étendues. Pour la Suisse, ils sont en train d'étudier de nouveaux scénarios d'accident, tout comme en France. Je vois souvent un des responsables suisses dans les groupes qui traitent de l'accident. Ils ont décidé d'étendre la distribution d'iode à 50 km de leur site. Et au Luxembourg, après l'exercice de crise qui avait été conduit à Cattenom, il y avait eu un effet quasi direct, c'est qu'ils ont décidé de distribuer de l'iode à tout le pays. Le Luxembourg, ça reste relativement facile à faire quand même. Donc ça, c'était l'évolution en France. Le plan national de janvier 2014 est repris à 3 constantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution réglementaire pour l'instant. Enfin, là, il y en a une qui est demandée avant la fin de l'année. Distribution d'iode en 2016, on est encore sur un rayon de 10 km. Les nouveaux PPI, ça a été des copier-coller des anciens plans particuliers d'intervention, quels que soient les sites, ce sont les préfectures qui doivent le rédiger, ce plan particulier d'intervention. Et il y en a même un, je vous le dis, c'est cocasse, ça me permet de sourire quand c'est des choses sordides. Celui de Valduc préconise encore l'usage du Minitel pour l'information. Ça mérite quand même d'être noté. Et le 26 avril 2016, donc 2 jours avant que la ministre belge décide d'étendre la distribution d'iode stable à tout le pays, 2 jours avant, et évidemment juste après la campagne de distribution d'iode, annonce de Ségolène Royal d'étendre les PPI et la distribution d'iode à 20 km avant la fin de l'année 2016. C'est-à-dire qu'il va falloir recommencer ce qui venait à peine d'être achevé. C'est une belle synchronisation. Donc toujours un peu en retard. Je pense que c'est intervenu après les nombreuses déclarations de l'autorité de sûreté nucléaire française qui en a un peu marre depuis le début de l'année. Jamais débattu. C'est-à-dire qu'ils vont être présentés, mais il n'y aura pas de débat autour de ces plans particuliers d'intervention. La Commission internationale de protection radiologique, qui est loin d'être une commission antinucléaire, recommande que lors de la phase de planification, il est essentiel que le plan soit discuté dans la mesure du possible avec les acteurs concernés, qui incluent autres autorités, les intervenants, le public et tous ceux qui sont concernés. Ça repose la question du passage du Tour de France à propos des installations, par exemple. Il y a des mulgordiens de problèmes qui sont là, et la Convention d'Espoo demande que par rapport au problème transfrontalier dont on parlait tout à l'heure, que la possibilité offerte soit équivalente aux autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans la formulation de la commission d'Espoo, c'est-à-dire qu'il demande que soit offert aux autres pays des niveaux de protection qui soient équivalents à ceux qui sont apportés chez nous, pour les personnes. Ça reste flou. Mais vous voyez, pour l'implication des parties prenantes, on n'y est pas en France, ça serait intéressant de se renseigner. Je ne sais pas où on en est sur l'évaluation des plans livres, c'est dans le domaine public, le plan particulier d'intervention. Vous avez eu des discussions avec la préfecture autour de ça? Quand il a changé, il y a eu une enquête publique et on n'avait pas spécialement accès. La préfecture a refusé de mettre le dossier sur... D'accord, donc vous êtes dans le cadre de ces plans particuliers d'intervention, c'est quand même des plans qui vous concernent au premier chef, enfin qui concernent tout le monde, qui concernent la population. Ils ne sont pas publics. Et quand ils le mettent dans le domaine public, ce qui a été le cas pour Florentine, il y a eu automatiquement une réaction de la CLI. Les CLI du Nord-Cotentin ont beaucoup changé récemment dans leur proposition et dans leur dynamique. Il y a eu une demande d'audience au préfet pour aller justement discuter de ces plans particuliers d'intervention, parce qu'il y avait des absurdités à l'intérieur qui allaient créer probablement une crise dans la crise. Le actuel sur le site de la préfecture, mais lorsqu'il y a eu une enquête publique pour... Lorsqu'il a été mis au point, il n'y a pas eu de consultation. Il y a eu une consultation, mais il fallait se déplacer autour de Panly, donc voilà. Et là, on ne pouvait pas consulter informatiquement le dossier.
En conclusion donc, de cette étude, ce qu'on retient, c'est qu'il faut étendre, bien sûr, les mesures de protection qui sont prévues. L'extension des PPI et la distribution d'iode à 20 km ne suffisent en aucun cas. Mettre l'accent sur la protection des personnes vulnérables, évaluer les plans d'urgence de manière scientifique, c'est-à-dire mettre vraiment un collège que ces plans d'urgence ne soient pas élaborés en reprenant le précédent et puis en faisant du copier-coller. Et il faut que ces plans d'urgence soient à tout prix discutés avec les populations, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit mis dans le domaine public. Il y a un problème de sécurité des populations, au-delà de ces problèmes de sûreté qui sont toujours évoqués. Et dans les conséquences à long terme, il est nécessaire impliquer les populations. Je ne retiendrai moi-même pas je dirais que les populations s'impliquent éventuellement, mais on ne peut pas les impliquer de manière arbitraire et leur laisser le choix. Alors là, il y a en plus quelque chose qui est majeur derrière par rapport à ces plans particuliers d'intervention. S'ils étaient mis dans le domaine public aujourd'hui, si les gens prenaient en compte les éléments qui seront mis en œuvre pour assurer leur propre sécurité, il faut savoir qu'en France, nous avons encore le choix de ne pas courir ce risque. Ce qui n'est plus le cas en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, en Laponie ou au Japon. On y reviendra. Je vous demande de prendre l'adresse du site internet, c'est facile de se rappeler, c'est ACRO avec un seul C, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, .eu, comme European Union.org, ou le site fukushima.eu.org, qui est le deuxième site qui a été développé par l'ACRO ces derniers temps, et vous trouverez cette étude complète dont je viens de vous parler. Plan d'urgence nucléaire en France, force et faiblesse. C'est donc une étude qui a été commandée par l'ANPI à l'ACRO. Un tableau ici, est-il visible? Oui. Qui vous donne les niveaux en fonction des régions. Sur le Codex Alimentarius, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est aussi des officines qui produisent des normes, et ça s'écrit de manière différente. Donc pour l'iode radioactif, le Codex Alimentarius préconise 100 becquerels. Alors le becquerel, c'est une désintégration par seconde, c'est une particule qui s'enlève. C'est avec ça que l'on mesure en fait l'activité et qu'on mesure la radioactivité. Tout le reste, ce sont des calculs. L'unité, c'est le becquerel. Donc 100 becquerels par kilo pour l'iode radioactif. L'Union européenne, pour l'iode radioactif dans les aliments pour nourrissons, accepte, mais un niveau toléré de 150 becquerels par kilo, de 500 becquerels par kilo pour les produits laitiers en général, pour les adultes, donc pour les autres denrées alimentaires, on est à 2000 becquerels par kilo, et pour les aliments de moins d'importance, 20 000 becquerels par kilo. Au Japon, le niveau d'iode radioactif est de 100 becquerels par kilo, 300 becquerels dans les produits laitiers, 2000 becquerels par kilo pour les autres denrées alimentaires, et les aliments de moindre importance ne sont pas répertoriés. Il n'y en a probablement pas. Pour le césium radioactif, maintenant, qui est un autre produit de fission susceptible de s'échapper, ça a été le principal contaminant après l'accident de Tchernobyl, le principal contaminant aussi en dehors de l'iode à Fukushima. C'est un produit de fission qui est très volatile. Il y en a un autre qui ne figure pas sur ce tableau. Donc, pour le césium radioactif du Codex Alimentarius, c'est 1000 becquerels par kilo. Le césium radioactif pour l'Union européenne, ce sont des normes qui sont mises en place et qui sont utilisées pour les produits d'importation, par exemple, qui viennent du Japon ou des pays de l'Est. Donc on est à 400 becquerels par kilo pour les aliments pour nourrissons, 1000 becquerels par kilo pour les produits laitiers, et les autres denrées alimentaires, 1250 becquerels par kilo. Au Japon, le césium radioactif, vous voyez que la norme, c'est pas une norme, c'est le seuil toléré, est 2 fois plus bas. En Biélorussie, le seuil toléré est encore plus bas. Je connais bien la Biélorussie, je suis intervenu pendant 10 ans là-bas avec des enfants qui vivent dans les territoires contaminés. Et le seuil est beaucoup plus bas. Le seuil est grosso modo à 100 becquerels par kilo, pour tout ce qui est produits laitiers et autres en césium.
Et là où il n'y a pas de différence en Europe, on ne va pas différencier par exemple le césium ou le strontium. En Biélorussie, les niveaux de strontium admis dans le lait pour les enfants s'élèvent à 5 becquerels par litre de lait, donc par kilo. Vous voyez que les normes sont beaucoup plus drastiques parce que les autorités soviétiques à l'époque avaient pris en compte que les gens vivaient dans un endroit qui était, entre guillemets, devenu contaminé et qu'il fallait prendre en compte ce phénomène de contamination résiduelle et réduire tous les taux en annexe. Bon, après, comme généralement la ruine suit l'accident, il est bien évident que les gens ont dû se nourrir quand même parce qu'on meurt de faim beaucoup plus vite que de contamination. Au Japon, il y a un contrôle citoyen qui s'est établi. On y a participé au départ, on a beaucoup aidé un labo à se mettre en place là-bas, qui est le clone du labo qui est arrivé au Ville-Saint-Clair, ce qui permet de faire des comparaisons sur des mesures d'échantillons qui nous proviennent en provenance du Japon. On peut vérifier comme ça leurs mesures à distance. On a exactement les mêmes appareils. Et les limitations dans le temps et dans l'espace sont bien évidemment bienvenues pour la population. Je propose maintenant, une fois qu'on a vu ces histoires de plans particuliers d'intervention, de faire un focus spécifique sur une question qui me tient à cœur, qui est la question déchets-rejets. Et je vais juste là vous présenter 4 diapositives, et après je me tairai, sur une contextualisation de ce problème des déchets. C'est une question que j'avais posée il y a des années, c'était encore l'ancien président de l'autorité de sûreté nucléaire, en lui disant qu'en cas d'accident nucléaire, il y aurait des problèmes de flux énormes sur les déchets liés à l'accident. Et il m'avait répondu d'une manière un tout petit peu sèche que le problème des déchets se voyait dans un autre groupe de travail et que ce problème était donc traité à part, ne devait pas être traité au titre de l'accident. Mais c'est EDF qui est venu à mon secours en le remettant un petit peu en place, en me disant: monsieur, je pense que le monsieur, dans ce qu'il disait tout à l'heure, avait tout à fait raison. On aura des problèmes de flux qu'on sera absolument incapable de gérer dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui est une instance spécifique, un groupe de travail de l'autorité de sûreté nucléaire qui réfléchit sur ces problèmes-là. Donc par rapport au rejet, c'est juste des éléments de contexte qui amènent un certain nombre de questions, et ces questions, je vous les laisserai. Il est bien évident qu'il n'y a pas de solution toute faite, ni même de solution acceptable pour l'instant. Donc le développement du secteur nucléaire dans les niveaux industriels produit et produira une grande quantité de déchets radioactifs variés. C'est très important. Quand on prend le tableau de classification des éléments de l'ABF, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas simplement d'un isotope d'iode radioactif, il doit y en avoir une dizaine, qu'il ne s'agit pas simplement de césium, qu'il ne s'agit pas simplement de strontium, on va aussi avoir du plutonium, de l'américium, de l'europium, tout ce qui se finit en ium dans le tableau de classification des éléments agrandis. Ce qu'on sait aussi, c'est que tous les projets de sites de stockage ou d'entreposage, et il y a une différence énorme entre les deux, génèrent une opposition des populations concernées. Je suppose que certains d'entre vous sont au courant qu'il y a une programmation d'un site d'enfouissement dans l'est de la France. D'ailleurs, je crois qu'il y a une mobilisation ce week-end pour ceux qui souhaiteraient s'y joindre. Il y a opposition, personne n'en veut. Les retours sur les expériences qui ont été menées en matière d'enfouissement des déchets nucléaires sont tous mauvais. Je vous en ferai une liste tout à l'heure, on va détailler un petit peu tout ça. On en a un en Normandie, puisque nous sommes réunis maintenant, qui est le centre de stockage de la Manche, qui fut comme un panier percé et qui nous contamine la nappe sous le site. On a eu l'occasion d'écrire avec quelques militants associatifs sur ça. C'est une véritable gabegie. On arrive à des niveaux de contamination en tritium. Tritium, c'est un hydrogène radioactif tout petit qui est très difficile à piéger. On caracole à 60-70 becquerels dans la nappe phréatique. Pour l'instant, c'est du tritium qui sort de ce centre, mais on sait qu'il y a eu des fuites qui ont été enterrées en pleine terre, qui sont éclatées, et bientôt on peut supposer qu'il y aura d'autres éléments qui suivront. Et surtout, alors c'est une question vraiment très très importante, ce que j'appelle le ratio connu-méconnu
sur des effets potentiels, en particulier des contaminations chroniques avec des bouquets de radioéléments variés, ce qui est le cas qui est posé quelque part par ces déchets, ce n'est pas dans la nature, ne nous permet en aucun cas de considérer le problème à la légère. Il y a eu un groupe de travail qui a officié dans le Nord-Cotentin pendant un certain temps, qui s'appelle le groupe radioécologique du Nord-Cotentin. Ce groupe de travail a travaillé pendant pratiquement 10 ans autour des installations de l'usine de La Hague pour essayer de regarder, suite aux polémiques qui avaient eu à une époque avec une étude faite par Jean-François Viel, si il pouvait y avoir une incidence des rejets des installations nucléaires du Nord-Cotentin sur la population. La seule chose que ce groupe de travail de très hauts scientifiques qui venait du monde entier, la seule conclusion qui a été donnée, c'est qu'on ne pouvait pas mettre en évidence un lien, mais qu'on ne pouvait en aucun cas dire que ce lien n'existait pas. C'est tout simplement qu'on n'avait pas trouvé, qu'on n'avait pas pu l'identifier. Par contre, pour avoir cette certitude, les scientifiques ont essayé d'établir ce fameux ratio connu-méconnu. Le connu s'établit à 12,8%, et le méconnu, je vous laisse faire le calcul, on est à 87,2%. Ce qui me fait dire à chaque fois que même si on n'y connaît rien dans ce domaine, on a le droit de l'ouvrir. Parce que sur un ratio connu-méconnu, celui qui connaît vraiment une toute petite portion des effets, sachant qu'il y a des études soviétiques, j'en connais certaines qui sont extrêmement intéressantes sur ces effets potentiels. Ces études soviétiques ne sont pas prises en compte pour de simples problèmes de libération et de traduction. Je trouve que c'est pratiquement une insulte. Voilà, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de participer à des missions en Biélorussie où il y avait des personnes de l'IRSN qui nous accompagnaient, et la chargée des affaires internationales de l'IRSN est une ancienne russe. Donc je poursuis sur mon focus. Donc on va distinguer là quelques éléments de contexte. Je reviendrai sur les 4 points que j'étais là. Donc dans le contexte, là on est dans le contexte de la production ordinaire de déchets. Production ordinaire de déchets radioactifs, c'est-à-dire les combustibles usés, comme ils disent, vont être amenés à l'usine d'Arevana, où ils vont être séparés pour isoler le plutonium et les autres isotopes qui nous intéressent, et mettre les autres de côté, et en rejeter une partie dans la Manche. Donc la production ordinaire de déchets radioactifs peine vraiment à trouver des exutoires. On est aujourd'hui au bord d'un risque de saturation des piscines d'entreposage qui existent tant sur les installations nucléaires de base dans des centres de production d'électricité et sur les piscines de La Hague. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps et à un moment donné, on se retrouvera, on ne saura plus où les mettre, ces éléments, quand on les sort des réacteurs. EDF pensait il y a quelque temps à construire une piscine d'entreposage dans le centre de la France, ce qui ferait un genre de piscine tampon. Ça a été, je ne sais pas ce que ça devient, j'ai posé la question la dernière fois, tout le monde me disait que c'était plus d'actualité. En France, on a fait le choix de retraiter les déchets, c'est-à-dire faire de la séparation des déchets. Et ce choix fait de retraiter ces usines de La Hague produit globalement autant, voire plus de déchets que si on choisissait d'archiver, de considérer comme déchets les combustibles quand ils sortent des réacteurs. Ça augmente aussi les transports et ça génère des rejets importants dans l'environnement. Je vous conseille là-dessus d'aller regarder ce qui sort du fameux tuyau de La Hague, par exemple, et qui s'en va dans la Manche. Les quantités sont gigantesques. Le monde s'était ému un jour où, à la centrale de Fukushima, ils ont fait un relargage important dans l'océan Pacifique. J'en étais de ceux qui se sont émus. Je trouve ça lamentable, à un moment donné, de prendre la décision de jeter de la radioactivité dans la première réserve halieutique du monde. Mais dans la Manche, en 6 mois, le tuyau crache, ce qui a été craché ce jour-là, dans cet événement qui a ému le monde. Or, tous les 6 mois, La Hague rejette la même chose dans la Manche. Donc depuis le temps, on tourne La Hague, en sachant que ça n'a pas été toujours aussi propre que ça l'est maintenant. Ils ont fait un peu de progrès quand même.
Donc voilà, il y a cette question de retraité qui coince. Le projet d'enfouissement, haute activité, moyenne activité, vie longue. Je vous décrypte les signes. Donc, haute activité, ce sont des déchets qui sont extrêmement dangereux, à vie très très longue. C'est là où on est parti avec certains alkéineurs pour une durée de 160 millions d'années. Donc ces déchets-là sont prévus pour être enfouis dans ce fameux centre de stockage de Bure. On sait que ça coince. On peut le noter d'autant plus que dans les réflexions aujourd'hui, dans les groupes de travail, quand l'Andra s'exprime sur Bure, ils reviennent avec une diction. Auparavant, on disait quand Bure se fera. Aujourd'hui, on dit si jamais Bure se fait. Y compris si le chez institutionnel. Ça coince vraiment. Ça fait l'objet de critiques. Et ce n'est pas seulement un effet NIMBY. Alors, vous connaissez cet effet NIMBY. NIMBY, c'est not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin. Et il n'y a pas simplement cet effet-là, pas dans mon jardin, il y a aussi de réels problèmes éthiques qui se posent derrière ça. Pour ma part, j'avais eu l'occasion de poser une question, parce que je suis aussi membre du groupe de permanence d'experts sur les déchets à la SM. J'avais posé une question de savoir si c'était vraiment très sérieux d'enfouir une grille barbecue de 5,5 km de long sur 3,5 km de large dans un bout de pâte à modeler coincé entre la chaîne des Alpes et le bassin parisien qui disait qu'à se rapprocher l'un de l'autre. Vous voyez, la question des déchets, elle se pose quand même comme ça. On doit traiter des problèmes géologiques et traiter des problèmes géologiques sur 160 millions d'années. Si vous connaissez les géologues, ils vous diront tous que la part de hasard est établie au moins comme celle du ratio méconnu dont je vous parlais tout à l'heure sur les effets. Idem pour les faibles activités à vie longue. Certains déchets sont des déchets de faible activité, donc moins dangereux que les achats, les hautes activités, mais aussi à vie longue. Et ces faibles activités à vie longue, il y avait eu des essais qui avaient été conduits pour faire un repérage de sites. Le tout a été abandonné et il y a eu un audit qui a été fait sur cet échec dans la recherche de sites pour les faibles activités à vie longue. C'était aussi dans l'est de la France, dans des zones qui sont particulièrement développées. Et ensuite, donc, toutes les solutions pour l'instant qui ont été mises en œuvre pour ces déchets font craindre, même plus que craindre aujourd'hui, des désastres économiques, environnementaux et écologiques. Vous avez entendu, je vous donne 4 exemples puisqu'on a déjà parlé un petit peu du centre de stockage de la Manche. Vous avez entendu parler de la mine de sel de Hasse en Allemagne. Donc la mine de sel de Hasse en Allemagne, j'y suis descendu. Les déchets ont été mis là parce qu'une mine de sel elle était sèche. Si ce n'était pas sec, il n'y aurait pas de sel. Sauf que dans une mine de sel, on a fait des trous. On a fait des trous, on a fait des perçages, on a mis des galeries, on a fait des interventions pour sortir le sel. Et d'un seul coup, cet endroit sec n'est plus étanche et il y a des fuites d'eau. Et en ce moment, ils sont en train de récupérer sur des bâches dans la mine de Hasse toutes les fuites d'eau qui sont extrêmement radioactives, avec principalement du tritium, c'est le premier élément qui migre, en sachant qu'il y a eu des déchets de moyenne activité à vie longue qui ont été entreposés là, qui ont été stockés là-bas. Et aujourd'hui, il y a un véritable nœud gordien en termes de problèmes qui se posent, puisque les gens qui étaient en prise avec ça ont consulté les citoyens, ont demandé aux citoyens de choisir entre 3 possibilités. Soit on laissait les choses en état en essayant de renforcer les structures au mieux, soit on enlevait les parties qui potentiellement pouvaient être les plus dangereuses ou dans les coins de mine qui étaient les plus dégradés, soit il fallait tout enlever. Les gens, éthiquement, ont choisi de tout enlever. On a oublié de leur parler du comment. Et aujourd'hui, en Allemagne, les chaînes de décision sont toutes coincées puisque le comment, comme il n'y a pas d'exutoire en Allemagne, revient à sortir des déchets qui sont enfouis, je dis dans des conditions très délabrées, dans le sel, c'est la saumure dans lesquelles sont les fûts. Comme il n'y a pas d'exutoire, ces déchets doivent être traités au plus près de l'endroit où on va les enlever,
pour éviter qu'il y ait des problèmes de contamination pendant les transports. Ça revient à construire une usine en surface dans le secteur de As pour reprendre tous ces déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens qui ont voté pour la sortie, parce que c'est dangereux à long terme, ça risque de toucher les nappes phréatiques fossiles, enfin, il y a des tas de problèmes. Et aujourd'hui, on dit aux gens, bah oui, on va les sortir, vous nous avez demandé de les sortir, mais on vous les met là, juste à côté. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans le secteur. Il y a beaucoup de tonneaux jaunes avec des trèfles noirs du côté de As. C'en est truffé. Le CSM, on en a parlé. Hanford, vous avez eu un film qui est passé à la télévision. Ce sont des déchets nucléaires américains qu'ils ont plus ou moins bien pris en compte et qui ont continué des étendues extrêmement vastes. Et le dernier en date, mais il y a évidemment des points de suspension, il y a eu des accidents aussi dans l'ex-Union soviétique. C'est une partie qui se trouve en Russie, où il y avait un fût de césium qui avait explosé, qui avait mis partout. Mais je vous parlais du WIP, qui était vraiment le modèle du genre. C'est une boîte américaine qui a creusé un trou pour enfouir des déchets issus des activités militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fuit, il y a eu des fuites de plutonium, y compris à l'extérieur, par des circuits de ventilation. Et à l'origine de l'accident, c'est tout simplement un pneu sur un tractopelle qui travaillait au fond qui a pris feu. Il y a des fûts qui ont éclaté, et ces fûts ayant éclaté rendent le site complètement impraticable. C'est-à-dire que là, si on applique les doses en millisieverts dont on parlait tout à l'heure, personne ne peut aller travailler puisqu'on dépasse les règles de radioprotection. Donc on est dans une impasse avec le WIP, et c'était vraiment le modèle, quelque part, de ce qu'il fallait théoriquement faire pour enfouir les déchets. Donc pour l'instant, il y a 100% d'échecs dans les tentatives d'enfouissement. C'est pour ça que les projets ne développent pas. Il semblerait, au niveau des recherches, que nous soyons les plus en avance avec ce fameux laboratoire de Bure. Et là, je crois que c'est la Finlande qui a décidé d'enfouir. Donc, ils ont apparemment, eux, pris la décision pour enfouir dans le granit. Ça, c'était pour la production ordinaire. Maintenant, on va passer dans une deuxième phase, qui est la production de déchets issus du démantèlement. Je suis pas en train de manger complètement le pain. Vous jetez des boulettes, ça, vous en avez besoin. Le démantèlement des installations, puisqu'il a été décidé en France, la doctrine, c'est après une utilisation par un site nucléaire, ça sera, c'était causant en Bretagne, le retour à l'herbe. Oui. Donc le démantèlement des installations et l'assainissement des sites produiront des quantités considérables de déchets radioactifs, là aussi très variés. Il y en a qui sont à haute activité, c'est des éléments qui ont été très irradiés. Il y en a un qui est tombé pas loin de chez nous ces derniers temps, qui a déployé un peu la chronique. Ça fait partie de déchets qui sont activés, des générateurs de vapeur, tout comme les cuves couvertes de cuves. Et les cuves sont des produits qui ont été extrêmement activés parce qu'il y a eu de l'eau extrêmement radioactive qui est passée à côté, donc ça les a agités. Ils sont chauds. Toujours est-il qu'ils sont très difficiles par rapport à ce démantèlement, y compris pour les experts, de dresser un inventaire des déchets. Très très difficile. On peut cuber le béton, on peut cuber la ferraille, mais après, ce qu'on appelle les merdes sur les chantiers, vous savez, les boutons d'ascenseur, les interrupteurs, les fils électriques, tout ça, tout ce qu'on trie d'habitude, là si on est en zone nucléaire, avec des composants extrêmement variés. Sur l'extérieur du site, s'il y a eu des fuites, ça veut dire qu'il faut décoûter. On avait eu un exemple à Brénilis, j'étais allé faire un prélèvement à Brénilis, qui est une centrale en cours de démantèlement, ils n'ont pas encore touché au cœur. Et ils ne sont pas prêts d'y toucher, parce qu'elle est très spéciale en plus celle-là. Et ils ont décrouté, je ne sais pas combien de mètres cubes de terre pour venir à bout d'un point de contamination en césium qu'on avait repéré dans un canal qui rejoignait les Lazes. Une petite rivière qui sort du site. Voilà. C'est quasiment impossible de faire un inventaire. Il y a de l'organique, il y a du lithique, il y a tout ce qui est matériaux, de gravat et autres, il y a des ferrailles, il y a tout un panel de choses qui vont être radioactives dont on ne sait pas forcément quoi faire. La recherche aussi d'entreposage rencontre les mêmes difficultés que ce qu'on a vu pour la haute activité.
Ils voulaient créer un site spécifique au budget, puisque ça leur appartient déjà, il y a déjà une centrale nucléaire, ils ont prévu, il y a aussi des réacteurs pratiquement en démantèlement là-bas, et ils vont transformer une partie du site pour héberger les déchets issus du démantèlement des autres installations nucléaires. Saint-Laurent-des-Eaux, c'est la Loire, c'est encore relativement proche. Brélis, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de... Oui, excuse-moi, tu réponds aux questions peut-être là. Oui. Bernard est là. Bernard est là. C'est ça que je ne savais pas. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Je boucle, j'en ai pour 2 minutes à boucler. Oh, mais s'il y a encore des questions. Oui, oui. D'accord. Mais pour intervenir après, on verra les questions à la fin. Oui, Donc, recherche de site, ça coince avec la Suisse. Expérience de décontamination qui ont été essayées. Alors là, je vous demande de faire très attention. Parce que ces expériences de décontamination visent à mettre dans le domaine public des choses qui seraient déclassifiées et ne seraient plus considérées comme déchets nucléaires. On en est là. Il y a des expériences qui ont été faites en Europe là-dessus par une usine suédoise. Et les accidents nucléaires, vous avez vu beaucoup de photos à la télé sur les Big Bang qu'il y a au Japon, partout. En Biélorussie, ils sont 10 millions. En France, on n'est pas capable de gérer un site à 65 millions de personnes. Ils ont 10 millions d'habitants. Il n'y avait pas d'installation nucléaire sur le territoire. Ils ont aujourd'hui 80 sites à l'air libre de déchets nucléaires, dans des conditions de stockage que nous n'accepterions évidemment pas, mais ils n'ont aucune possibilité pour traiter le problème. Voilà, et le reste c'était sur le rapport connu méconnu. Je vous laisse lire le document. Il y a des atteintes potentielles aux écosystèmes et à l'environnement, et on voit bien que cette question du déchet nucléaire, c'est effectivement un nœud gordien de ce problème nucléaire. Enfin, je vous remercie. J'espère avoir été clair. Et du 16e, c'est 32 ans. C'est-à-dire qu'il faut en compte en général bien d'asseoir. Des problèmes de Il y a 2 minutes du 16e, je parle sous le contrôle de Bernard qui vient d'arriver, de 32 ans. Et on prend une petite période pour le voir disparaître. Ça dépend bien évidemment des quantités qui ont été émises à la source. Pour le plutonium, ça dépend de quel isotope du plutonium. Alors il y en a certains, c'est 24 000 ans de période, donc on pousse à 240 000 ans. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus pernicieux, c'est le 241. Et le 241, il a une particularité, c'est que c'est un élément qui est assez vite, il a 14 ans de période, dans 140 ans, on n'aura plus. Mais par contre, son premier fils, quand il se désintègre, c'est de l'américium 241, qui est tout aussi dangereux, qui rayonne de plus en gamma, alors que le 241, c'est Et bref, l'américium 241 a eu 531 ans de période, c'est-à-dire qu'il sera présent pour 5 millénaires et demi. C'est lui qui a défini le tracé des zones interdites dans les ex-pays soviétiques. C'est là où il était retombé du plutonium 241. Les zones ont été déclarées fermées, et ce sont des évacuations sans recul. Les zones sont bouclées pour 5 millénaires et demi, à moins qu'on trouve d'ici là un moyen pour les rendre de cette ville. Mais ça nous pousse quand même dans des temps, c'est extrêmement dangereux pour cette ville. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais est-ce que vous avez parlé des déchets de Cadarache? Ah, les déchets de Cadarache, ça c'est quelque chose d'assez spécifique à Cadarache. Le micro peut-être. Ouais. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer à Cadarache, puisqu'ils avaient enfoui des déchets en pleine terre. Ils se sont rendus compte effectivement que ça fuyait, c'est donc une problématique qui est un peu la même que celle du CSM, et ils ont décidé de les reprendre. Alors la reprise c'est un peu épique, il y a
c'est Monique qui avait été à Cadarache, on regardait cette reprise-là, on s'est Guillaume. rendu compte du fait que les gens travaillaient en tenue complète, ce qu'on appelle la tenue Muir-Roa, avec des temps d'intervention qui sont extrêmement limités pour ne pas dépasser les fameuses doses prescrites, et qui extraient ces déchets. Alors parfois les flux sont éclatés, donc je vous laisse imaginer ce que c'est que d'aller retrier des poubelles, sachant qu'on ne peut ni les toucher, ni respirer ce qui en sort, et de les reconditionner après, mais c'est reconditionné par contre assez proprement dans une installation dédiée à côté. J'avais été visiter ces installations, c'est quelque chose qui du coup est fait avec une réglementation beaucoup plus sévère. Donc, merci Jean-Claude. Je vais laisser la parole à Bernard qui va nous présenter eh bien, cette impasse nucléaire ici et ailleurs. Bernard, tu as une bonne demi-heure devant toi, je pense. Et ensuite, je pourrais faire circuler le micro si vous voulez poser des questions ou intervenir. À toi, Bernard. Merci beaucoup, bonjour. Ce qui me paraît important dans la période actuelle où il y a beaucoup de discussions sur l'état un peu difficile de ce qu'on appelle le nucléaire français, c'est-à-dire l'ensemble des industries qui développent le nucléaire et qui l'utilisent, et tout spécialement en RN, dans des situations à la fois techniques et financières qu'on pourrait appeler complexes, même assez rarement, et d'essayer de voir un peu la situation, comment se présente le nucléaire au niveau mondial. Parce que très souvent, puisque le nucléaire en France est particulièrement important, parce que 75% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire, lorsqu'on discute du nucléaire, la plupart du temps, on discute à l'échelle nationale, hexagonale, si je puis dire. Et Guillaume. finalement, on connaît mal ce qui se passe ailleurs, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on représente le nucléaire au niveau mondial. Et donc, c'est un peu par rapport à cette situation que je vais vous faire cette présentation. Alors, que je fasse passer. Voilà. Alors, comment la grande illusion. La grande illusion, c'est l'un des numéros. On a fait deux numéros, j'ai eu la chance, sur ces questions générales du nucléaire. L'un s'appelait La grande illusion et le second, le déclin de l'Empire français. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelques années, on sentait bien que cette période très pro-nucléaire, un peu triomphante, arrivait à sa fin et que les problèmes allaient s'atténuer. Donc c'est pas mal de regarder ce qui se passe dans l'ensemble par rapport à ce que j'ai noté ici, les arguments historiques. C'est-à-dire dès le début, dans les années 60, disons, moi j'ai travaillé au CEA à cette époque, le nucléaire était plus qu'à la mode, en fait, c'était vraiment un programme colossal lancé de programme nucléaire. Sur la base de trois arguments, c'était une énergie sûre, c'est-à-dire que l'accident était impossible, ou d'une probabilité tellement faible qu'on pouvait prendre comme hypothèse que ça n'arriverait pas, donc l'accident. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y avait des rejets radioactifs dans l'atmosphère et dans l'eau, je crois que Claude en a parlé, et la production de déchets radioactifs, mais on trouverait une solution. Alors d'ailleurs à l'époque, la solution était de les mettre dans les fosses marines, donc vous voyez qu'il y avait une solution, on les mettrait quelque part. Et troisièmement, c'était une énergie bon marché, c'est-à-dire que le kilowattheure produit par le nucléaire était parfaitement compétitif, et c'était un argument à l'époque pour remplacer la production d'électricité, c'était essentiellement d'origine du pétrole, par les centrales nucléaires. Et ça, c'est vraiment partout dans le monde, il y avait cet argument qui permettait de développer des centrales nucléaires sous d'ailleurs l'impulsion essentiellement des Américains, puisque vous savez que les centrales françaises, la filière dite française aujourd'hui, c'est en fait une filière américaine, ce sont les réacteurs
lui est arrivé dans les années 90, un argument qui a été très utilisé par les gens du nucléaire, c'est le changement climatique, puisque le nucléaire n'émettant pas de CO2, ça devenait un argument de vente qui devenait important. Alors on va un peu regarder rapidement ces trois arguments, même ces quatre arguments, et voir ce qu'il en est du nucléaire au niveau mondial, quelle est la situation actuelle en fonction de la façon dont ces arguments finalement sont prouvés, vérifiés ou non vérifiés. Alors la première, c'est une énergie sûre et qui ne provoque pas le risque d'accident. Or, quand on décrivait à cette époque les accidents possibles, on voit la CFDT qui avait fait un bouquin important sur cette question, que ce soit le GSIEN, que ce soit des ONG comme les Amis de la Terre, qui montraient, qui expliquaient les accidents qui pouvaient se passer. La réponse était que c'était impossible. Donc, quels sont ces accidents? En fait, l'essentiel de ce qui s'est passé. L'essentiel des réacteurs nucléaires au monde, c'est les réacteurs à eau, c'est-à-dire l'uranium enrichi et eau. Pardon, le fond. Ça va mieux là? Merci. Donc, c'est des réacteurs à eau. Dans les réacteurs à eau, c'est-à-dire que le combustible est de l'uranium enrichi, légèrement enrichi, et le refroidisseur, le modérateur, mais aussi le refroidisseur, c'est l'eau. Donc, on fait circuler de l'eau qui doit évacuer à la fois la chaleur, qui évacue la chaleur, et il y a deux systèmes, soit à eau sous pression, d'origine Westinghouse, ce sont les 58 centrales françaises, les 58 réacteurs des 19 centrales françaises sont équipés de réacteurs à eau sous pression, les REP, et vous avez l'autre filière qui est les réacteurs à eau bouillante, c'est-à-dire que au lieu que l'eau soit maintenue sous pression pour produire de la vapeur à travers un échangeur de vapeur, comme celui qui s'est cassé la figure à Paluel, là directement on laisse bouillir l'eau, c'est-à-dire on produit directement de la vapeur, et le réacteur de Fukushima était de cette nature. Enfin, les deux familles qui représentent à peu près 80% des réacteurs au monde, hein, peut-être même un peu plus, ont comme principal risque le fait que s'il y a un accident, il peut y avoir rupture de refroidissement, c'est-à-dire que soit des pertes d'eau qui diminuent la quantité de l'eau et que donc le refroidissement n'est pas assuré, soit une perte d'électricité qui empêche de faire fonctionner les pompes, c'est-à-dire que le réacteur même arrêté n'est pas refroidi, ce qui s'est passé à Fukushima, et par conséquent on peut avoir des explosions de vapeur, des explosions d'hydrogène, et donc une expulsion de matière radioactive dans l'environnement. Donc ça c'est un accident qui avait été décrit et qui était connu, mais qui ne s'était pas passé. Alors il y a deux niveaux d'accident. Vous avez un accident de type, justement, perte de refroidissement et fusion du cœur, mais que ça ne va pas au-delà parce qu'il n'y a pas d'explosion qui envoie les matières radioactives dans l'environnement, ou il y a ce qu'on appelle un accident majeur, c'est-à-dire que c'est un accident grave, comme le précédent, mais il y a une explosion, soit de vapeur, soit d'hydrogène, qui fait que l'enceinte de confinement est dégradée et vous avez des émissions de radioactivité dans l'environnement qui sont extrêmement importantes et qui par conséquent sont extrêmement dangereuses pour les travailleurs et pour la population. Et ces accidents se sont passés, puisque vous avez eu, en 1947 d'ailleurs très tôt, une centrale d'un type différent d'ailleurs en Israël, en Angleterre, qui a connu un accident très grave, majeur. Ensuite, Rimmel Island aux États-Unis en 1979, où il y a eu la perte de refroidissement, la fusion du cœur, mais pas d'explosion, et donc il y a eu peu de radioactivité dans l'environnement. Ils ont quand même évacué à peu près 150 000 personnes, mais sans qu'il y ait de zones qui soient contaminées de façon importante. Ensuite, il y a eu Tchernobyl, qui est un réacteur de nature différente, mais où il y a eu fusion du cœur et explosion, et donc quantité considérable de matière radioactive dans l'environnement. Et cet accident, d'ailleurs, n'est toujours pas terminé, puisque vous savez qu'on construit un énorme sarcophage pour maintenir tout ça à l'abri, si je puis dire. Et puis l'accident de Fukushima, qui a été donc le même que Three Mile Island, mais avec des explosions en plus.
c'est-à-dire fusion du cœur, le cœur qui fond, qui creuse, qui perce la cuve. Donc la partie la plus dangereuse, ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire tous les combustibles irradiés qui fondent et qui percent la cuve, et probablement le radier de béton qui est en dessous, hein, qui est à son tour percé par ce corium, mais en plus une explosion qui a fait qu'une partie importante des matières radioactives, et en particulier le césium dont parlait Jean-Claude, ont été envoyés dans l'atmosphère, dans la mer. Et en fait, on peut dire les Japonais qui ont subi cet accident ont eu la chance parce que le vent allait dans le bon sens. C'est-à-dire si le vent était venu du nord, il fallait évacuer Tokyo. Tokyo, c'est 30 millions d'habitants. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pouvait être comme catastrophe absolument extraordinaire. Mais là, ça a été limité, si on peut dire, parce qu'il y avait quand même une évacuation d'à peu près 130 000 personnes et une zone importante contaminée, mais pas de zone très peuplée qui aurait été arrosée par les matières radioactives. Alors ça, ce sont les accidents qui se sont passés. Ce sur quoi il faut aussi insister et qui nous ramène à la situation française, c'est le fait qu'on a, pas très souvent, mais quand même assez souvent, ce qu'on appelle des accidents précurseurs, c'est-à-dire des accidents qui ont pris le même départ que les accidents dont on a maintenant, et puis l'affaire a pu être rattrapée. Alors ça a été en Suède, Forsmark, mais le plus connu c'est en France, la centrale du Blangy à côté de Bordeaux, où il y a eu une tempête qui n'était pas extraordinaire, mais qui était quand même violente, qui s'est combinée avec la montée de la marée, mais qui n'était pas la marée maximale, parce que je crois que c'était un niveau 100, alors que la maximale c'est un niveau 130. La combinaison des deux a fait que l'eau a monté. Donc la tempête a détruit le réseau, enfin a empêché le fait que le réseau électrique n'a plus fonctionné, et donc il n'y avait plus d'alimentation électrique de la centrale. À ce moment-là, si vous n'avez pas d'alimentation électrique, les pompes s'arrêtent, donc vous risquez l'accident, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire perte de refroidissement, puisqu'on ne peut plus faire circuler l'eau. Et donc, on se branche sur les diesels. Mais les diesels étaient au ras du sol, et donc la salle des machines qui contient les diesels a commencé à être envahie par l'eau. Un peu ce qui se passe aujourd'hui autour en Ile-de-France. Et donc, c'est monté. Donc, les diesels ont commencé à foirer, mais ça s'est arrêté suffisamment. Ça s'est arrêté à un moment donné, parce que c'est pas monté plus haut. Et ce qui était une combinaison presque de hasard, parce que ça aurait très bien pu monter plus haut, puisque la digue n'était pas suffisante, donc l'eau est passée par-dessus et a envahi la salle des machines. Mais ça s'est arrêté, et donc il a fallu 10 heures au personnel de la centrale de rattraper les choses. Et en fait, on a été sauvés d'une part parce que c'est pas monté plus haut, et d'autre part parce que c'était la nuit du bug de l'an 2000. C'était le 31 décembre 1999, et donc il y avait tout le personnel était là, parce qu'on craignait les effets du bug de l'an 2000. Et donc il y avait vraiment tout le personnel, alors qu'en général, la nuit du 31 décembre, il y a plutôt un déficit compréhensible de présence sur la centrale. Et donc il y a un très bon papier de Monique Senet du GSIEN qui explique ça, c'est-à-dire le fait que dans ces cas précurseurs, ou même d'ailleurs à Three-Mile-Island, on a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on arrive très vite à la notion qu'il y a un risque potentiel considérable dans tous ces réacteurs, quelquefois, rarement, mais alors qu'on attendait zéro accident, il y en a quand même eu un certain nombre de réacteurs, c'est un à Fukushima, un à Three-Mile-Island et 4, et 3, donc un à Tchernobyl, 3 à Fukushima et un à Three-Mile-Island, donc c'est considérable par rapport à un parc d'à peu près 400 réacteurs au monde, ce qui n'est pas beaucoup. Et vous avez aussi les accidents précurseurs, c'est-à-dire des accidents dont on se dit, bon, la chance a joué. C'est-à-dire une marée un peu plus haute ou des choses de ce genre-là suffisaient à faire basculer l'accident vers un accident grave ou majeur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les centrales. Et puis, vous avez des risques dans les industries
des industries du combustible, et en particulier en France, les industries qui fabriquent du combustible au plutonium, puisque le plutonium est un corps extrêmement dangereux, qui en plus est très inflammable, enfin c'est vraiment extrêmement dangereux, et vous avez des usines de fabrication de combustible au plutonium, qu'on appelle le combustible NOx, et également des risques dans les transports de combustible. Dans les combustibles neufs, ce n'est pas un problème parce que c'est assez peu radioactif, mais vous avez les transports de combustible irradié qui contiennent des quantités de matière radioactive très importantes. Donc l'argument que les promoteurs du nucléaire continuent à dire, mais avec une crédibilité qui est voisine de zéro maintenant, l'argument que c'est une énergie sûre pratiquement a disparu. Alors, il n'a pas disparu dans la propagande ou la publicité, mais il a disparu dans les faits, puisqu'on a malheureusement un certain nombre d'exemples, et que les réacteurs français sont tout à fait du même type et courent les mêmes risques que strictement ceux de Sri-Lanka et ceux de Fukushima. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se targuer d'avoir une filière particulièrement sûre. Elle n'est pas plus sûre que celle des autres pays, et en particulier du Japon. Alors, ça c'est le cas d'accident, c'est-à-dire des cas qu'on peut considérer quand même comme exceptionnels. Alors, c'est exceptionnel, mais chaque accident a des conséquences considérables. Donc, on ne peut pas considérer que même s'il n'y a qu'un accident, si je puis dire, de temps en temps, ça soit acceptable. Ce qui est plus problématique, c'est le fait que même quand tout marche bien, c'est-à-dire ce que je peux appeler le fonctionnement normal du système nucléaire, qui quand même produit de l'électricité, donc ça c'est quand même le côté, si je puis dire, positif, vous avez production de matière radioactive, et ça c'est intrinsèque au réacteur nucléaire, c'est-à-dire chaque fois que vous avez une fission qui vous produit de l'énergie, la fission c'est simplement une mini-explosion à l'intérieur du combustible, et qui fait exploser le noyau, et les morceaux de noyau en se déplaçant font que le combustible se chauffe. Donc vous produisez, c'est assez bestial en fait, vous produisez de la chaleur dans des barreaux de combustible, et puis il faut récupérer cette chaleur avec de l'eau, et après vous faites Donc l'essentiel c'est cette production de chaleur. Mais chaque fission, c'est-à-dire chaque production d'un peu de chaleur, vous produit ce qu'on appelle des produits de fission, du plutonium et tous ces produits extrêmement dangereux. Donc vous avez en parallèle l'aspect production de chaleur, production de produits radioactifs, production de chaleur, production de produits radioactifs. Et ça, en fonctionnement normal. Donc c'est vraiment intrinsèque à la technique elle-même. C'est ce qui est assez terrible, c'est-à-dire que la technique elle-même produit son propre risque. Et donc vous avez des déchets radioactifs un peu partout, tout le long de l'échelle des activités nucléaires. Ça commence avec les mines d'uranium, c'est-à-dire que l'extraction d'uranium produit une production aussi de radium et donc de radon. Et donc vous avez sur les sites miniers un risque de radioactivité. Alors en France, on n'exploite plus des mines d'uranium, mais on a 250 mines d'uranium identifiées qui sont des lieux où il y a encore de la radioactivité. Et de temps en temps, on découvre des lieux particulièrement, pas dangereux, mais assez fortement radioactifs. Et bien, personne ne s'inquiète des conditions de travail, des mines qui nous apportent l'uranium. Puisque tout l'uranium consommé en France et même en Europe est importé. Et il vient du Niger. On ne peut pas dire que ce soit un pays dans lequel les conditions de travail doivent être extrêmement contrôlées. Du Kazakhstan, qui est le premier producteur mondial, près de 50% de la production mondiale, de la production de l'uranium utilisé dans le monde, 45%, vient du Kazakhstan. Le Kazakhstan est quand même le pays où ont eu lieu dans le passé toutes les explosions nucléaires soviétiques, et donc vous avez des zones entières qui sont condamnées du point de vue du niveau de radioactivité, et puis vous avez des mines d'uranium, là aussi, qui s'inquiètent de l'état de santé des travailleurs du nucléaire dans ce point, et des conséquences sur les populations locales. Par exemple, dans les années 40,
50, il y avait des mines en Europe et en particulier en Tchécoslovaquie, c'était des mines souterraines, et il y avait eu énormément de victimes, de travailleurs, de mineurs qui recherchaient le minerai d'uranium. Donc, dès le départ, après vous avez la conversion et l'enrichissement d'uranium, donc là, les risques sont moins importants, mais vous avez une production très forte d'uranium appauvri, c'est-à-dire de l'uranium qui résulte de l'enrichissement, puisque l'uranium enrichi va dans les réacteurs nucléaires, fabrication de combustible, mais il reste de l'uranium appauvri, des quantités absolument considérables, 1,2 million de tonnes au niveau mondial, qui s'accumulent un peu partout et qui sont stockées en France dans certains lieux. Alors, ce ne sont pas des radioactivités considérables, mais ce sont des radioactivités très longues. L'uranium est radioactif pendant des millénaires, et même l'uranium 238 sur des millions, des milliards d'années de risques. Et donc vous avez comme ça des tas d'endroits où vous avez de l'uranium appauvri. Ensuite, vous avez le gros de la production des produits dangereux, c'est dans les réacteurs, ce que je l'ai dit tout à l'heure, les combustibles irradiés qui sortent du réacteur. D'abord, on les met en piscine parce qu'ils sont tellement radioactifs et tellement chauds en température qu'on ne peut pas du tout les manipuler. Donc, on les sort du réacteur sous l'eau et on les met dans des piscines qui sont d'abord dans une piscine qui est à l'intérieur du réacteur, celle sur laquelle le générateur de vapeur de Baluel s'est écrasé. Ensuite, dans les piscines qui sont à côté des réacteurs. Donc là, vous avez une concentration de radioactivité extrêmement forte. Et actuellement, l'un des risques les plus importants de l'industrie nucléaire française, c'est le fait que les piscines de combustible irradié ne sont pas protégées par des voûtes de béton, ce qu'on appelle vampirisées, c'est-à-dire qu'elles constituent des cibles parfaites pour des agressions extérieures. Alors avec l'arrivée des drones, avec l'arrivée de toutes ces manifestations qui peuvent être agressives, voire terroristes, c'est un lieu de risque qui est très important. Alors, au niveau mondial, les combustibles irradiés, dans la plupart des pays qui ont du nucléaire, bon, le plus important c'est les États-Unis, ils ont une centaine de réacteurs. Le deuxième c'est la France, ensuite vous avez la Corée du Sud, la Russie, etc. La plupart des pays ne retraitent pas les combustibles. C'est-à-dire ils gardent les combustibles tels quels, considérant que la radioactivité qui est contenue dans le combustible est bien arrêtée par le fait que les gaines de combustible sont déjà une première protection contre cette radioactivité. Donc ils conservent les combustibles irradiés en l'état. On verra plus loin qu'est-ce qu'ils en font ensuite. Par contre, les deux pays qui continuent à faire ce qu'on appelle le retraitement, c'est-à-dire prendre les combustibles irradiés dans les piscines des réacteurs, les envoyer dans les piscines de La Hague, c'est-à-dire vous avez à La Hague énormément de piscines qui recueillent ces combustibles irradiés. C'est d'ailleurs un problème encore plus important que celui des centrales, puisque là vous avez les piscines de La Hague contiennent des combustibles irradiés à peu près une centaine de cœurs de réacteurs. C'est la concentration la plus forte au monde de radioactivité du nucléaire civil. Et là aussi, elles ne sont pas vampirisées. C'est-à-dire que si vous avez des agressions de type terroriste, agent, ce que vous voulez, c'est un endroit de risque majeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces combustibles irradiés? Contrairement aux autres pays qui disent on les garde parce qu'eux-mêmes constituent une certaine protection par rapport à la radioactivité, on les découpe en petits morceaux et on les met dans un bain chimique de façon à séparer d'une part l'uranium et le plutonium, considérés comme récupérables ou intéressants à récupérer, et d'autre part les produits de fission, et ce qu'on appelle les transuraniens, c'est-à-dire le plutonium, l'américium, etc. Tous les corps lourds. Donc vous avez un paquet très, très radioactifs qui sont les produits de fission et les transuraniens, au-delà du plutonium, et de l'autre côté un paquet où il y a de l'uranium appauvri, mais qui contiennent des matières radioactives, aussi des traces de radioactivité, donc qui sont en fait pas réutilisées, et le plutonium. Alors pourquoi cette histoire un peu extravagante qui est typiquement anglo-française? C'est que tous les pays qui voulaient la bombe atomique avaient
besoin soit d'uranium très enrichi, soit de plutonium. Puisque vous pouvez faire des bombes soit avec de l'uranium, soit du plutonium. Le plutonium étant plutôt meilleur et puis servant aussi de détonateur pour les bombes à hydrogène. Donc, bon, pour faire du plutonium, il faut un réacteur qui transforme l'uranium, une partie de l'uranium en plutonium. C'est ce qui se passe à l'intérieur de réacteur. Et c'est pour ça qu'on a fait les premiers réacteurs. Le premier réacteur en 1942 à Chicago, ce qui était une découverte assez extraordinaire pour les scientifiques, de faire marcher la réaction en chaîne. Son objectif était de produire du plutonium. Après, vous avez eu d'immenses réacteurs aux États-Unis pour fabriquer du plutonium. La même chose en Russie, la même chose en Angleterre, la même chose en France dans les années 50. Et donc le retraitement n'était pas quelque chose pour ce qu'on a prétendu plus tard pour traiter les déchets, c'était quelque chose pour produire du plutonium. C'est intéressant d'ailleurs parce que les usines de la HAC s'appellent UP2 et UP3. Et UP1 c'est à Marcoule, UP2 et UP3 et UP, usine de plutonium. Qu'ils ont transformé en usine de production d'ailleurs, pour enlever le plutonium. Mais voilà, donc là, je ne savais pas, mais oui, c'est extraordinaire. Alors le nom est resté, puis un jour, quand est-ce qu'ils ont fait cette transformation? À chaque fois, c'est l'usine de plutonium. Usine de production numéro 1. Voilà, l'usine de production numéro 1. C'est idiot, parce que toute usine est une usine de production. Hein, donc, voilà. C'est comme c'est une parenthèse, mais c'est comme le PR. Le PR, c'était European Pressurized Reactor, réacteur à haute sous-pression européen, puisqu'il était fabriqué, enfin, prévu par une alliance entre les Français et les Allemands, Areva et Siemens. Comme Siemens est parti, le réacteur n'était plus européen, alors tout le monde continue à dire EPR, c'est European Pressurized Reactor, pas du tout. Maintenant, c'est... Evolutionary. Évolutionnaire, ah oui, évolutionnaire. Et c'est autant que ça compense les kilowattheures produits. Donc là, ils estiment à 0, entre 0 et 50. C'est des dollars par mégawattheure, qu'il faut regarder. Ce qui vient après, c'est l'éolienne terrestre. Alors, avec une fourchette assez large, forcément, parce que ça dépend de l'endroit, du vent, etc. Mais dans les régions les plus ventées, par exemple, là c'est aux États-Unis, mais au Brésil, vous avez des zones d'alizé où vous avez 50% de fonctionnement d'éolien à pleine puissance, alors qu'en France c'est 25, ou moins de 30 en tout cas. Donc c'est l'éolien terrestre, après c'est le solaire photovoltaïque, et puis le nucléaire est nettement au-dessus de ces deux sources renouvelables concurrentes. Et ça c'est le phénomène assez récent, parce que ce sont des chiffres dans les nouvelles installations. Si je veux payer un éolien aux États-Unis, ben je sais que en fonction de l'endroit, ça sera entre 37 et 81. Mais ça baisse d'une année sur l'autre, et le solaire baisse également très rapidement. On arrive actuellement à des prix très inférieurs dans pas mal de pays par rapport aux chiffres que je donne ici. Et donc, cet argument qui était considéré comme déterminant devient majeur au niveau mondial. C'est-à-dire que les pays qui ont besoin de produire de l'électricité, ils hésitent entre, on peut dire, entre un EPR, entre un EPR qui se situerait à... Oui, on retrouve à peu près les chiffres de l'EPR, entre 92 et 132 aux États-Unis, donc pour les nouveaux réacteurs. Et donc, l'éolien et le photovoltaïque sont nettement plus intéressants. Alors, je termine par la question climatique très rapidement, et par la position du nucléaire dans le monde. Il faut savoir qu'en France, 64% de la production d'électricité, au niveau mondial, la production d'électricité par source, nucléaire 11%, renouvelable, c'est-à-dire la somme de tout ce qui est en haut, là, 17 et 3, 20, 22, 23%. Donc déjà, la production d'électricité d'origine renouvelable est le double de la production d'électricité d'origine nucléaire. Et tandis que celle du nucléaire a plutôt tendance à baisser, celle sur le renouvelable augmente fortement. Mais ça, c'est très important. Ce qui veut dire que comme l'électricité au niveau mondial représente à peu près 20%, ça veut dire que la contribution, 20% de la consommation d'énergie finale,
celle que consomment les consommateurs. Ça veut dire que la contribution du nucléaire à la consommation d'énergie finale au monde, c'est 2%. Donc, le monde se met à comparer d'un côté tous les inconvénients qu'on a vus dans la première partie de cet exposé, et de l'autre côté le fait que ça représente 2%. Alors que depuis, on peut dire les années 50, les États ont mis le paquet sur le développement du nucléaire civil. En France, par exemple, c'était une volonté farouche, etc. Donc c'est très intéressant et on voit que la production d'électricité nucléaire dans le monde a atteint un sommet en pourcentage en 1996. C'est déjà loin, c'était 18% de la production d'électricité mondiale, donc c'était assez prometteur. Et c'était au niveau des renouvelables à l'époque. L'hydraulique, c'était à peu près 6%. Donc nucléaire et hydraulique étaient pareil, et le nucléaire était plutôt bienvenu. Et aujourd'hui, c'est donc ce que j'ai dit tout à l'heure, 11%. Et la production a également atteint, la production en valeur absolue a atteint son maximum en 2006, avec 2600 milliards de kilowattheures, et on est à 2400 en 2014. Et ça s'explique parce que les démarrages et fermetures les démarrages, vous voyez, les démarrages de réacteurs, ça a augmenté jusqu'en 1986, à peu près l'année de l'accident de Tchernobyl. Et puis après, ça a décru. Et là, vous avez en bas les arrêts, c'est-à-dire il y a les arrêts très importants, en particulier après Fukushima, mais le nucléaire est à peu près stable, et le seul pays qui en construit de façon assez importante, et on pourrait y revenir, actuellement, c'est la Chine. Bernard est pressé par le temps, je prie de m'excuser. Qui viennent de loin pour venir nous expliquer cela. On va devoir bientôt évacuer les lieux, mais pour tenir un engagement que j'avais annoncé au début, je vais prendre deux questions pour que la salle puisse tout de même s'exprimer. À vous la parole, parce que vous êtes là pour comprendre et faire part de vos interrogations. Monsieur ? Non, c'est là que je me demandais ce qu'on pouvait manger là. Si on sait. Non, mais il y a un exploitant qui a placé sa ferme bio à côté de Palmel, il n'a jamais reçu les autorisations. Non, mais c'est ça, ouais. Mais la question n'est pas complètement inintéressante. Il y a, je crois, le seul label bio qui fait des contrôles de radioactivité. Sinon, la radioactivité, il faut dire, nulle part. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site de l'ASN, regarder les niveaux de contamination de toutes les autres bouteilles qui sont vendues. C'était tendu de faire ça quand même pour donner une information sur l'eau, en particulier le gaz. Je ne vois que du ici. Juste une question concernant une centrale nucléaire qui se trouve à 50 km, 80 km de Bordeaux. Je voudrais savoir exactement où nous en sommes, puisque dans un quotidien local, j'ai vu dernièrement un magnifique vidéodrame. Je n'aurais pas trop compris le sens. Si quelques personnes peuvent m'éclairer, donc il y a eu ce fameux machin de 450 tonnes qui est tombé, et il y aurait eu peu de dégâts au sol, alors qu'il s'agit d'une chute de 24 ou 25 mètres de hauteur, je ne sais trop quoi. Et il y a eu des incidents à répétition, donc j'ai beau lire la page suivante, je n'ai pas trop compris
par le CEA, l'ASN, machin, sur ce qu'il fallait faire en France. Je me demandais si après le Blayais, les Japonais, enfin, ceux qui font au Japon là-dedans, avaient aussi changé des choses, et en particulier si à Fukushima ils avaient changé, parce qu'aujourd'hui pour le Blayais, aujourd'hui ils disent la France est encore plus sûre, mais après Fukushima, mais est-ce qu'après le Blayais, Fukushima avait été changé pour être amélioré, et finalement ça aurait servi à rien? Non, parce que ils auraient dû, d'ailleurs c'était prévu, mais c'est pareil, le problème, c'est exactement le même problème, c'est le problème d'une digue qui va protéger par rapport à l'agression de la mer. Bon. Alors au Blayais, elle était trop basse, elle aurait dû être plus haute, c'était prévu, mais il ne l'avait pas fait, et donc elle était trop basse par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait eu cette marée, tout ce que j'ai expliqué. Fukushima, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils avaient considéré qu'un tsunami de telle force n'était pas possible, en tout cas, il était tellement rare pour le temps, et donc la digue n'a pas tenu. Donc c'est exactement le même problème et un peu les mêmes raisons, c'est-à-dire le fait que la compagnie d'électricité, dans les deux cas, d'ailleurs ils étaient très copains tous les deux, tel que EDF, il y avait beaucoup de relations et une admiration mutuelle. Et donc il y a eu. C'est le problème de se dire, bon, certes, l'accident est possible, mais il ne se produira pas. Bon. Et donc, on a le temps de faire les travaux. Donc, c'est l'expression, c'est tout à fait la même situation. Et donc, ils n'ont pas du tout, d'autant plus que leur digue devait déjà le plus haut, puisque eux, c'était par rapport à des tsunamis d'une certaine taille, alors que la digue du Blayais était relativement faible. Mais ce qui est, si vous voulez, ce qui est maintenant, ce qu'il faut quand même rendre dans la tête, en particulier des dirigeants qui continuent à dire que tout va bien, c'est ce qu'a dit le président de l'ASN en disant encore, il a dit plusieurs fois, mais encore réaffirmé récemment, qu'un accident de type Fukushima, c'est-à-dire un accident majeur, est possible partout dans le monde et en particulier en Europe. En Europe, en particulier en France. Donc le problème, c'est d'une certaine façon plus un problème technique, c'est de dire si cet accident est possible, je me place dans le fait que donc il peut se passer, possible, ça veut dire ça peut se passer, mais est-ce que la nation, l'ensemble des citoyens, les politiques acceptent cette éventualité? Parce qu'on a tendance aujourd'hui à assimiler un accident nucléaire à un accident national. On ne peut pas, on doit le subir. C'est très différent. Un tremblement de terre, jusqu'à présent, la technique ne permet pas de l'empêcher. Un accident nucléaire, il y a une façon très simple, c'est effectivement d'arrêter la cause de l'accident. Et maintenant, on rentre dans un truc assez subtil qui consiste à dire, mais si, il faut s'y préparer. C'est d'ailleurs ce que dit aussi l'autorité de sûreté, il faut s'y préparer. Alors, de son point de vue à elle, c'est légitime parce qu'elle n'a pas à se prononcer sur le choix politique qui consiste à dire je n'accepte pas ce risque. Elle dit voilà, moi je me dis ce risque est possible et c'est donc au niveau politique et donc au niveau citoyen de dire bah, écoutez, moi voilà, je n'accepte pas ce risque donc je demande qu'on arrête. Mais il y a une espèce de truc qui se répand et au Japon c'est très clair. Maintenant, on explique que finalement revenir dans les zones contaminées, c'est pas si dangereux que ça. On doit pouvoir redémarrer les réacteurs malgré les séismes pour arriver à une époque des Jeux Olympiques et dire le Japon il a donné plein de nickel. Vous voyez, c'est très subtil et vicieux comme propagande. Est-ce qu'il fallait Je compléterai sur le Japon. Les dernières nouvelles qui viennent du Japon, c'est qu'ils sont en train de couper court au redémarrage des autres réacteurs. C'est pas tant C'est pas encore vrai. J'ai envoyé au message au Japonais et ils m'ont dit. Il y a des frémissements, il y a une opposition très forte. Non, il y a une opposition, ça c'est vrai. Mais au moment, les autres tiennent en fait pas. Monsieur Guillaume. Oui, très rapidement. On a 6 réacteurs, je parle de l'ex-Haute-Normandie. Aujourd'hui, on n'en a que 2 qui fonctionnent. Parce que pour des raisons différentes, ce serait trop long d'expliquer, ils sont soit en maintenance, soit complètement cassés.
la chute de ce qu'on appelle le générateur de vapeur, entre guillemets, a tué le réacteur. Les dégâts sont très graves, il suffit de faire des petits calculs de mécanique, effectivement, 465 tonnes qui chutent de 25 mètres, un ingénieur peut envisager les dégâts que ça fait sur les bétons. Il y a 2 réacteurs aujourd'hui en France qui sont, pour ainsi dire, morts, pour aller très vite, c'est Bugey 5, puisque l'autorité de sûreté nucléaire s'oppose toujours au redémarrage de ce réacteur, puisque la fameuse enceinte est fuyable. Voilà. Donc la sortie du nucléaire, on est déjà dedans, puisque l'exploitant n'est plus en capacité d'entretenir ces machines. La seule inquiétude, et c'est une actualité de cette semaine, c'est que d'aucuns veulent casser les moyens de l'autorité de sûreté, puisque pour éviter de voir qu'il y a de la fièvre, il faut casser le thermomètre. Donc là, l'Association nationale des CLI, nos collectifs StopPR fait partie, se mobilise. Mais globalement, on est dans une situation alarmante, et à mesure du changement climatique, elle se renforce, parce que une des points de plus forte inquiétude en France, c'est Gravelines. Gravelines qui, sur une partie de son emprise, est sous le niveau de la mer. Et donc, ils n'ont rien appris. Tout le monde demande que des mesures soient faites, mais dans le nucléaire, on est toujours face à la fameuse clause qui dit que des choses ne peuvent être faites que dans des conditions économiquement acceptables, je cite, et là, on a un exploitant nucléaire qui rechigne, qui traîne les pieds, toujours d'accord pour augmenter nos factures d'électricité, mais dès qu'il s'agit de faire les travaux, il n'y a plus personne. Le président de région Nord est d'accord pour avoir un nucléaire encore. Pour un fois. Du nucléaire. Oui. Machin Bertrand, il est pro-nucléaire et il a annoncé ouvertement que de toute façon ça allait continuer, qu'il voulait que la centrale continue, ça donnait de l'emploi. Ce qu'on appelle un conservatisme. Oui, non, mais je suis d'accord. Pour dire un peu l'un des gens. Alors, si on quitte l'emploi et le nucléaire, je crois qu'il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est presque anecdotique. L'Allemagne a décidé à 2 reprises de sortir du nucléaire. Une première fois sous Schröder, c'est les Verts qui avaient travaillé avec le syndicat IG Metall en Allemagne, qui ont produit une étude qui avait montré très clairement que le choix du nucléaire pour poursuivre demandait d'orienter les investissements vers le capital et de choisir les renouvelables à fourniture constante, orientait les investissements vers le travail. Et c'est ce qui a fait que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Ça n'avait rien à voir avec les risques et les dangers, ça avait à voir justement avec ce mythe du nucléaire crée du boulot. Le nucléaire ne crée pas l'emploi, c'est un investissement à visée capitalistique et non pas un investissement à visée laborieuse. Et ça, c'est vraiment cette étude, alors ils ne la connaissent pas en France, quand on en parle dans différents groupes de réflexion, tout le monde ignore la raison principale, mais la raison principale, c'est bien celle-là, c'est que le nucléaire a été refusé parce que c'était une orientation des investissements du pays vers des opérations capitalistiques et non pas vers le travail. Mais actuellement, il y a des entreprises qui travaillent et a priori, ils ne sont pas au courant, les ouvriers ne sont pas au courant qu'il y a eu un problème. Dans quelle installation? C'est Blaye, c'est ça? La centrale nucléaire. Et là, je sais qu'il y a une entreprise justement qui faisait d'étanchéité. Et le petit jeune, j'en ai parlé, enfin le petit jeune, il a 35 ans quand même, mais c'est pour la nouvelle de base. Oui, mais c'est. Il n'y a pas de souci. C'est un il n'a jamais sous-traitant. parlé qu'il y avait eu un problème. Ah non, mais le problème dont on parlait Bernard tout à l'heure, c'est un problème qui a eu lieu en 99 lors de la centrale, et où il y a eu une submersion. Ça, depuis la centrale, puisqu'on a réussi à éviter la fusion du cœur, il n'y a pas eu de séquelles au niveau de la centrale. Non, mais en même temps, si tu veux, ça veut dire que ces accidents, ils les cachent. Oui, non, mais. Ils arrivent, Ils vont pas suite. Je sais, mais est-ce qu'il faire peut y l'anniversaire. avoir un problème par rapport aux gens qui y travaillent actuellement?
c'est sûr. Je pense qu'il n'a pas eu, c'est un mec qui n'a pas eu. Non, mais Les anciens travailleurs, la personne que vous connaissez, travaillent pour une entreprise de sous-traitance, obligatoirement. Donc, ce n'est pas son employeur sous-traitant qui va lui faire l'historique à plus de 15 ans, à 17 ans, de la centrale de Plénière. Bon. Personne ne s'en Guillaume, tu veux.